Bonjour à toutes et à tous. Après vous avoir parlé de l'énergie cinétique, d'avoir fait la présentation théorique de ce que c'est et de comment on la calcule, donc en présentant une formule, je vais vous parler maintenant d'un autre type d'énergie qui va être lié, comme vous allez pouvoir le constater, avec l'énergie cinétique, justement, et qui est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de la pesanteur. Ce chapitre, il commence à la page 14 de votre cours, et puis il s'étend sur plusieurs pages, page 15 encore, et puis il finit, en tout cas nous on va s'arrêter au milieu de la page 16, c'est-à-dire juste avant le chapitre qui s'intitule énergie potentielle élastique. Donc nous on va aller jusqu'ici. Alors, vu que je vous parle du prochain chapitre qui s'appelle énergie potentielle élastique, celui-ci, on ne va pas le voir. On ne va pas l'étudier cette année puisqu'il reste quelques semaines. Donc, je préfère me limiter sur l'énergie potentielle de la pesanteur. Et je peux déjà vous le dire que dans le langage, disons, on va dire de la physique, dans le langage courant, ce qu'on appelle l'énergie potentielle de la pesanteur, et bien souvent, on l'abrège en énergie potentielle tout court. Donc, nous, si vous m'entendez parler d'énergie potentielle tout court, sans préciser que c'est de la pesanteur, eh bien, sachez que ça veut dire que c'est de la pesanteur, justement. Et quand c'est d'autres formes d'énergie potentielle, comme par exemple au chapitre suivant, qu'on va pas voir encore une fois, eh bien, lorsqu'il s'agit d'un autre type, alors dans ce cas-là, on précise de quel autre type il s'agit. Alors, attaquons justement ce sujet de l'énergie potentielle de la pesanteur. Hein, donc, encore une fois, on peut se limiter à énergie potentielle tout court ici. Alors, pour vous présenter ce que c'est que l'énergie potentielle, déjà, vous voyez que dans l'énergie potentielle, il y a le mot énergie, bon, ça, on commence à connaître, mais il y a le mot potentiel, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire potentiel? Potentiel, ça veut dire qui pourrait être, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que, par exemple, vous qui êtes dans des classes dites spéciales, vous avez probablement été confronté dans votre vie à quelqu'un qui parlait de vous en disant « Ouais, ce garçon ou cette fille a un grand potentiel. » Hein, par exemple, quand on est musicien et puis que les professeurs détectent chez vous des qualités de musicien ou de musicienne, eh bien, ils peuvent parler de vous en disant ouais, ce jeune garçon, cette jeune fille a un grand potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un grand potentiel? Ça veut dire qu'on sent le talent caché la personne, donc on sent qu'elle pourrait aller loin dans son domaine. Évidemment, si la personne ne fait rien et n'étudie pas et ne travaille pas, s'il ne fournit aucun effort, eh bien, ce potentiel sera réduit à néant et puis finalement, il n'y aura rien qui en sort. Donc, c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu, mais il faut quand même quelque chose, un déclencheur, quelque chose pour que ça ait véritablement lieu. Alors, dans le cadre de l'énergie potentielle, on va voir que ça porte ce nom-là, énergie potentielle, justement à cause de ça. Imaginons une situation qu'on a déjà vue. Hein, vous avez un objet qui se trouve au point A et cet objet, on le laisse tomber. Sous l'effet de la pesanteur, donc de l'accélération de la pesanteur G, cet objet, il va descendre. Et donc, on va le retrouver plus bas à un point B. On sait que lors de la descente, qui est donc un mouvement qui va de haut en bas, pardon, eh bien, cette descente s'effectue comment? Il n'y a pas besoin de le pousser, il va tomber tout seul sous l'effet de la force de pesanteur. Donc cette force de pesanteur, étant donné que son point d'application se déplace lors de la descente, eh bien, elle va travailler la force de pesanteur. Et le travail de la force de pesanteur, on a vu, pour le calculer, il suffit de faire MGH, hein, où en fait ici j'ai écrit HA moins HB, parce qu'en fait HA moins HB, c'est la différence de hauteur qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Et puis, comme on l'a utilisé à maintes reprises, je n'ai pas besoin de revenir sur les détails. Hein. Si l'objet monte, on avait vu que la force de pesanteur faisait perdre de l'énergie lors de la montée. Donc, dans ce cas-là, on mettait un moins. Et puis, donc, hein, on avait dit, si ça monte, eh bien, le travail du poids, le travail de P, est négatif, il fait perdre de l'énergie. Puis au contraire, si ça descend, eh bien, dans ce cas-là, on sait que ça descend tout seul et le travail de P, c'est lui qui provoque la descente. Et donc, dans ce cas-là, on a un travail qui est positif. Ce qui est le cas ici. Hein. Ça, c'est positif.
Vous voyez qu'ici, la hauteur HA, elle est plus grande que HB. Donc, si HA est plus grand que HB, eh bien dans ce cas-là, cette grandeur-là, H, la différence entre les deux, est positive, ce qui fait que le travail est positif. Donc, on a un apport d'énergie, on va dire, entre le point A, le point de départ, et le point B, le point d'arrivée. Donc, ça veut dire que cet objet, il gagne de l'énergie en tombant. Alors, cette énergie, comment est-ce qu'elle se manifeste, cette énergie? Eh bien, elle se manifeste par le fait qu'au point B, notre objet, il a une certaine vitesse. Si je la dessine, alors je vais éviter d'utiliser les mêmes couleurs, je vais prendre du bleu. Voilà. Quand l'objet il sera au point B, ici, eh bien, il a une vitesse. Alors qu'ici, sa vitesse était nulle puisqu'il est lâché. Donc, il acquiert de la vitesse. Et donc, s'il acquiert de la vitesse, sa vitesse augmente, il acquiert donc de l'énergie cinétique puisque, comme on l'a vu, l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 mv². Donc, si la vitesse augmente, ce qui est le cas avec la chute, alors l'énergie cinétique augmente aussi. Et donc, ici, on a de l'énergie cinétique qui a en plus, en fait, au point B que par rapport au point A. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que simplement en lâchant l'objet, en le laissant tomber, cet objet, il a gagné de l'énergie. Et comme vous le savez probablement, l'énergie, elle se gagne pas, en fait. Quand on dit gagner de l'énergie, c'est forcément qu'il y a un perdant quelque part. En fait, il y a toujours des transferts d'énergie. On ne peut pas créer de l'énergie de cette manière. Donc, en fait, si maintenant on résume, quand notre objet il arrive au point B, ici, il a acquis de l'énergie et en même temps, il a reçu une certaine quantité d'énergie qui se traduit donc par une augmentation de son énergie cinétique. Pourquoi? Parce que la force de pesanteur, elle a travaillé lors de la descente. C'est ce fameux travail de P qui est positif et qui est égal, donc, comme on l'a dit, à mgh. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'objet était au point A, eh bien, il n'avait pas de vitesse parce qu'on ne l'avait pas encore lâché. Donc, l'énergie qu'il va recevoir qu'il aura, on va dire, quand il sera au point B, qui se traduit donc sous la forme d'une énergie cinétique, quand il est au point A, en fait, on peut dire qu'il l'a de manière potentielle. Il a potentiellement cette énergie, il l'a en lui, comme un élève qui a du talent, comme je sais pas, quelqu'un qui joue du violon et qui a un talent à 10 ans, on dit, ouais, il a un certain potentiel, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il continue à travailler jusqu'à 20 ans pour devenir un grand violoniste ou une grande violoniste. Eh bien, lui aussi, il ne va pas attendre jusqu'à 20 ans, mais il doit juste attendre de tomber, en fait, pour voir se manifester cette énergie sous la forme d'énergie cinétique. Donc, en résumé, on peut considérer qu'au point A, le corps, l'objet, a potentiellement cette énergie qu'il aura véritablement quand il est au point B. Donc, cette énergie qu'il a au point A, elle est principalement liée à quoi? À la hauteur de laquelle il doit tomber, en fait. Alors, c'est pour ça que l'énergie potentielle, on appelle ça, par exemple en France, je crois que dans les écoles, ils appellent ça de l'énergie de position, parce que ça dépend de quelle position on va le laisser tomber, cet objet. Bref, nous, on appelle ça l'énergie potentielle et on précise, au cas où il y aurait une confusion, qu'il s'agit de l'énergie potentielle de la pesanteur, puisque le corps va tomber sous l'effet de la pesanteur. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'énergie qui est liée à son altitude ou à sa position, pour reprendre la terminologie, on va dire française, l'énergie potentielle de la position, l'énergie donc qui est liée à son altitude et que l'objet pourrait acquérir s'il tombait, donc sous l'effet de la force de pesanteur. Donc en gros, il reste juste à le lâcher et puis l'objet, il va acquérir cette énergie sous la forme, donc cette fois d'une énergie cinétique, mais au départ, il l'a sous la forme d'une énergie qui est cachée en quelque sorte en lui et qu'on appelle donc l'énergie potentielle de la pesanteur. Alors, comme c'est une énergie qui est liée à son altitude, eh bien, dans la formule de l'énergie potentielle, il doit y avoir l'altitude. Et c'est donc le H qu'on a ici. Et puis, comme on l'a vu, s'il tombe, il va acquérir une certaine énergie qui correspond au travail de P, qui est mgh.
Donc, avant de tomber, s'il l'avait déjà potentiellement, eh bien, c'était égal à mgh. C'est vraiment l'énergie potentielle, c'est lié au travail de P. Hein. Il faut bien comprendre ça. C'est vraiment lié. C'est pour ça que c'est la même formule, hein, bien entendu. Alors, dans cette histoire, l'énergie potentielle, c'est une énergie, donc elle doit être exprimée en joules, d'après le système international des unités. Pour obtenir des joules, il faut que la masse de l'objet soit exprimée en kilogrammes. Donc, si on a des tonnes, il faut transformer en kilos, c'est obligatoire. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Donc, sur Terre, c'est les fameux 9,81, c'est des newtons par kilo. Et les newtons par kilo, c'est la même chose que des mètres par seconde au carré. Donc, on peut utiliser les deux, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des formules, hein. Enfin des unités, pardon. Et puis la dernière chose qui reste, c'est la hauteur. Alors la hauteur, hein, qui représente l'altitude en quelque sorte, eh bien, ça doit être mesuré en mètres. Si on a des kilomètres ou des centimètres, il faut tout transformer en mètres de manière à pouvoir obtenir donc des joules. Comment est-ce qu'on peut obtenir des joules? Ben, si vous regardez la formule ici, vous avez pour la masse, vous avez des kilogrammes. Ensuite, pour G, on a des newtons par kilo. Et puis, pour la hauteur, eh bien, on doit avoir des mètres. Donc, vous voyez là-dedans que les kilos, ils se simplifient. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste des newtons fois des mètres. Et comme vous le savez, hein, les newtons fois des mètres, là, j'ai mal écrit, hein, sans dire un W, c'est des N, c'est un N, hein, c'est des newtons. Ces newtons fois des mètres, ben, ça correspond. Hein, les newtons, c'est des unités de force. Les mètres, c'est des unités de distance. Et donc, les newtons fois des mètres, c'est des unités de force fois distance. Et la force fois la distance, ben, vous le savez, c'est l'équivalent du travail. Et le travail, ça se mesure en joules. C'est pour ça qu'on obtient des joules, en fait, ici. Donc, en définitive, une formule très simple, hein, l'énergie potentielle, qui est donc liée à l'altitude, la hauteur à laquelle se trouve un objet de masse m, eh bien, on la calcule en faisant mgh, tout simplement. Alors, maintenant, deux, trois petites remarques. Une que j'ai déjà faite au tout début. Dans le langage courant de la physique, on parle d'énergie potentielle pour désigner l'énergie potentielle de la pesanteur. C'est très fréquent qu'on néglige, qu'on oublie de préciser qu'il s'agit de la pesanteur parce que la plupart du temps, c'est de cette énergie-là dont on parle. Mais il se trouve qu'il existe d'autres types d'énergie potentielle, comme un des chapitres hein, qui s'appelle l'énergie potentielle élastique. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc dans ce cas-là, si on veut parler d'un autre type d'énergie, alors dans ce cas-là, on précisera qu'il s'agit de l'énergie potentielle élastique. Et donc en général, si on ne précise pas, on considère qu'il s'agit de l'énergie potentielle de la pesanteur. En tout cas, pour nous, ce sera toujours le cas. Deuxième remarque. Étant donné qu'on a la formule énergie potentielle égale m fois g fois h. Eh bien, si on a deux objets qui se trouvent à la même altitude, donc ça veut dire qu'on a deux corps différents, mais à la même altitude. S'il y a deux corps, ben, il y en a, admettons, hein, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Eh bien, celui qui a la masse la plus grande, si la masse augmente ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'énergie potentielle, elle aussi, va augmenter. Donc, plus un objet est lourd, plus son énergie potentielle peut être grande, évidemment. Alors ça on peut essayer. Hein. Vous prenez une petite bille, par exemple, une bille comme je ne sais pas si vous avez joué à ça quand vous étiez enfant, hein, les petites billes de 1 cm, on joue aux billes, ça s'appelle. Donc c'est quelques grammes. Ou alors vous lâchez une enclume, hein, ce gros truc de forgeron, hein, vous lâchez sur le pied, même si vous la lâchez depuis, mettons, 30 cm de hauteur. Si vous prenez une enclume qui est très lourde, à mon avis, vous aurez probablement le pied cassé, hein, si c'est dans le meilleur des cas. Si vous lâchez une bille, vous ne sentez presque rien du tout. Parce qu'en fait, cette énergie potentielle, qui est donc évidemment beaucoup plus grande avec une enclume, puisqu'elle est plus lourde que pour une bille, cette énergie potentielle, on l'a vu, hein, lors de la descente, elle va se transformer en énergie cinétique. Donc lors de l'impact, cette énergie cinétique, elle va être absorbée par votre pied. Et donc, plus il y a d'énergie à absorber, plus il y aura de risque d'avoir des dégâts importants sur cette partie du corps. Deuxième remarque, à la page suivante,
plus un corps se trouve à une altitude élevée, plus son énergie potentielle est grande. Donc encore une fois, ça se voit assez rapidement avec la formule. Vous avez l'énergie potentielle est égale à mgh. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que vous avez un corps, vous le mettez à une hauteur, vous augmentez la hauteur. Donc si h augmente, qu'est-ce qui va se passer? Si h augmente, bien entendu, l'énergie potentielle augmente aussi. Donc, plus on met un objet haut, plus il gagne de l'énergie potentielle. Et donc, ça veut dire que quand il tombe, quand il va arriver en bas, il aura donc plus d'énergie cinétique aussi, puisqu'il avait plus d'énergie potentielle. Alors ça par exemple, si vous sautez en bas un mur qui fait 1 mètre de haut, quand vous arrivez au sol, vous devez amortir, encaisser toute cette énergie. Donc c'est relativement simple, 1 mètre, c'est pas très grand. Par contre, si vous sautez depuis une hauteur de 10 mètres, il y aura tout simplement 10 fois plus d'énergie à amortir, puisque la hauteur est 10 fois plus grande. Donc, dans la formule ici, si vous faites x10 pour la hauteur, vous aurez aussi l'énergie potentielle qui sera multipliée par 10. Donc, comme il y aura 10 fois plus d'énergie à absorber, là, ça va être plus difficile pour vos muscles et probablement qu'à une hauteur de 10 mètres, enfin, je suis sûr, il y a moyen de se faire très, très, très mal. Ça, c'est un euphémisme, en fait. Alors, cette conclusion qui est ici, elle est largement exploitée en Suisse. Plus un corps se trouve à une altitude élevée, plus son énergie potentielle est grande. Donc, imaginons, vous avez envie de fabriquer de l'énergie. Donc, pour obtenir de l'énergie, si vous mettez un objet à une grande altitude, son énergie va augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici en Suisse? Qu'est-ce qui est en altitude chez nous? Il se trouve qu'on a des montagnes. Donc, si par exemple, on construit un mur entre deux montagnes, et puis que l'eau qui arrive sur ce mur s'accumule, mais à la montagne, quand on va libérer cette eau, elle aura tendance à descendre jusqu'en plaine, et comme l'altitude est élevée, elle aura une grande énergie potentielle. Donc, quand elle arrivera en plaine, cette énergie potentielle se sera transformée en énergie cinétique. Si l'énergie potentielle est grande, l'énergie cinétique est grande aussi. Donc, on pourra exploiter cette énergie cinétique, cette grande énergie cinétique de l'eau. Ça, c'est la technique qu'il y a dans les barrages, en fait. Les barrages qu'on a à foison en Suisse, il y en a beaucoup de barrages en Suisse, c'est cette technique-là. Là, ça consiste à accumuler, donc là, le corps en question, c'est des grandes quantités d'eau. Ça consiste à accumuler des quantités d'eau à une altitude élevée et ensuite à libérer cette eau pour qu'elle puisse descendre. Et puis, en descendant, elle acquiert beaucoup d'énergie cinétique. Et puis après, l'idée, c'est de transformer cette énergie cinétique en énergie électrique. Et ça, c'est une autre paire de manches, mais disons, c'est le principe de base des barrages. Je crois qu'il y a un exercice qui porte là-dessus dans la série que vous allez faire prochainement. Alors, ensuite de ça, encore une dernière remarque. Il se trouve que, je vous ai dit que l'énergie potentielle, je peux vous montrer la phrase en fait, lorsque j'ai fait la définition, je vous ai dit que c'était l'énergie qui était liée à son altitude. Alors, il faut faire attention avec ce terme, parce qu'en réalité, quand j'ai présenté ce que c'était que l'énergie potentielle, ici, là, au transparent numéro 2, je vous ai dit, voilà, vous laissez tomber un objet du point A, et puis vous regardez ce qui se passe quand il est au point B. Et puis au point B, il a une certaine énergie cinétique, donc au point A, il avait une certaine énergie potentielle. Ce qui compte, en fait, là-dedans, c'est la différence de hauteur qu'il y a entre les deux. C'est cette différence qui compte. C'est le H qu'il y a dans la formule, et c'est pour ça que, je vous ai dit, le travail de la force de pesanteur, c'est mg fois la différence de hauteur. Et cette différence de hauteur, c'est elle qui intervient dans la formule mgh, ici. Ça, en fait, c'est la différence de hauteur entre le point de départ, HA, moins HB. Donc, ce n'est pas l'altitude au sens strict du terme. C'est-à-dire, l'altitude au sens strict du terme, c'est l'altitude par rapport à une altitude qu'on dit de 0, qui est au niveau de la mer. Ici, c'est vrai, c'est comme ça qu'est définie l'altitude. C'est par rapport au niveau de la mer. Mais nous,
si vous laissez tomber un objet, par exemple, si moi je laisse tomber un objet ici, hein, je suis à Lausanne, si je le laisse tomber, il ne va pas arriver jusqu'au niveau de la mer, il va s'arrêter au niveau du sol. Donc il va en fait tomber d'une certaine hauteur qui correspond à la hauteur disponible en fait. Donc c'est pour ça que en fait on considère des différences d'énergie potentielle entre deux points d'altitude différentes. Et donc finalement c'est des différences de hauteur qui nous intéressent ici. Différence de hauteur. Voilà. Donc, finalement, dans la résolution des problèmes, on n'est pas obligé de choisir le point 0 comme étant le niveau de la mer. On peut choisir l'origine pour mesurer la hauteur, en fait, où on veut. Le seul souci qu'on doit avoir, c'est que ça doit correspondre à une réalité possible. Encore une fois, donc, en général, on choisit le niveau du sol, puisqu'un objet, quand on le laisse tomber, il ne peut pas aller plus bas que le sol. Donc, en général, on choisit ça comme étant le niveau 0. Et puis, la hauteur, dans la formule énergie potentielle égale mgh, le h, c'est pas vraiment l'altitude au sens strict du terme, mais c'est la hauteur par rapport à ce point 0 qu'on a déterminé comme étant souvent au niveau du sol. Alors, un petit exemple justement pour illustrer ça. Si vous avez à calculer l'énergie potentielle d'un corps qui fait 1 kg et qui se trouve à 1 mètre de haut par rapport au sol, vous le laissez tomber, quelle est l'énergie potentielle qu'il a à cet endroit-là? Eh bien, comme il ne peut pas aller plus bas que le sol, je choisis l'origine au niveau du sol. Et donc, l'énergie potentielle, ce sera mgh. Où la masse, c'est la masse de 1 kg. Le g, c'est bien sûr 9,81, ça, on commence à connaître. Et puis, la hauteur en question, on va prendre cette hauteur. Comme on choisit l'origine au niveau du sol, c'est une hauteur de 1 mètre. Donc, on met 1 mètre. Quand vous faites 1 fois 9,81 fois 1, vous trouvez à la fin 9,81 joules. On a bien des kilos, des newtons par kilo et des mètres, donc on obtient des joules ici.